Guillaume Pelletier, je tiens la FMMAF responsable du fait que les combattants n'aient pas été payés par le COF. Quand le combattant se prend une banane par une organisation et qu'il n'est pas payé, la fédération n'est même pas capable de le protéger. Est-ce que tu peux me dire qui est-ce qui a donné la licence à ce putain de promoteur pour organiser ? C'est bien la Fédé. Moi, je vais tout prendre. Tous les combats, toutes les ceintures, j'ai envie de me donner les moyens d'aller au bout. Moi, en coulisses, je peux te le dire, il a refusé d'affronter la terre entière. Parce qu'en fait, ils se sont croisés une fois sur un événement, donc maintenant c'est le frérot. Bah non, tu comprends, je veux pas l'affronter parce qu'on discute sur Instagram. Une organisation qui se fait respecter ne fait pas ça. Quand moi je m'entraîne, mon adversaire en combat, il pourra pas me faire aussi mal. Je me suis mis dans une bulle, je me suis dit là, c'est le championnat de France, j'ai pas le droit à l'erreur. Dans mon attitude, il faut que je sois dominant. Benoît, je le vois très très bien. Pour être très honnête, une bled, c'est juste un truc qu'il faut dégager sur la route. Le but, c'est de le déchirer. Et c'est quand même un mec qui a des qualités. Il faut pas penser que ce sera un combat facile. This is the moment you've all been waiting for! Bonjour à tous, bienvenue sur le 3e épisode du Fight Corner, le grand retour après plusieurs mois d'absence, mais toujours en compagnie de Aïssa Terchi, ici au KFBC Gym. Comment ça va Aïssa ? Bah écoute, ça va très bien Denis, fin d'année, une grosse saison encore une fois, et puis il y a encore 2 semaines on a organisé le SPF, donc là c'était la 8e édition. Donc hâte d'être en vacances, je t'avoue, mais très heureux de faire ce 3e podcast. Et en plus avec pas n'importe qui. Exactement. Je te laisse te présenter. Pour finir la saison en beauté, il nous fallait un gros invité et en le nom de Guillaume Pelletier, Guillaume de passage à Paris, merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Comment ça va ? Ça va très bien les gars et merci à vous pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être avec vous. On va pouvoir échanger autour de sujets très importants sur le MMA, donc toujours dispo pour ça. Bah écoute Guillaume, je sais que tu as un planning assez chargé. Dans quelques heures, il y a l'ARES 42. Aujourd'hui, on tourne ce podcast le vendredi 3 juillet. Grosse journée pour toi, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet en parlant justement de l'ARES 42 qui, on peut le dire, est un flop total. Il y avait 10 combats annoncés, on n'en a plus que 6. Je ne sais même pas si on a déjà vu ça, une soirée d'une telle organisation avec seulement 6 combats. Beaucoup de problèmes de poids, mais d'abord on va juste évoquer le cas de Jade Joran, la dernière combattante que vous avez signée à la BTT. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce qui s'est passé en fait, c'est que l'adversaire est arrivé avec 2 kilos de trop à la balance. Il y a eu une espèce de confusion parce qu'en fait l'ARES a communiqué d'une façon très étrange avec pour thème dans le post ARES Jade Joran forfait suite au non-respect du poids de l'adversaire. Enfin, une phrase que j'ai pas compris et visiblement, d'après les commentaires, personne ne l'a compris, cette phrase. Jade qui déclare forfait, quoi. Voilà, en fait, il n'y a pas de forfait de la part de Jade. L'adversaire vient avec 2 kilos de trop. Le problème, c'est celui-ci, il n'y en a pas d'autre. Mais il y a des problèmes, comment dirais-je, en interne, en fait, on peut avoir des accords entre nous, choses dans lesquelles la fédération ne veut pas rentrer, donc personne n'est au courant de ça. Mais en fait, pour éviter un trop gros rebond de l'adversaire, ce qu'on a décidé, c'est de la repeser le jour du combat, et l'adversaire était OK avec ça. Et quelques heures plus tard, finalement, l'adversaire nous dit « Ouais, mais non, en fait, je veux pas ». Alors attends, je t'explique, tu viens avec 2 kilos de trop, tu vas pas nous dire ce qu'on va faire ou ce qu'on va pas faire, tu vois, ça n'a plus de sens. Donc en fait, ce qu'on a décidé, c'est tout simplement de refuser de la combattre, mais la base de l'histoire et du problème, c'est que l'adversaire est arrivé avec 2 kilos de trop. Et Jade avait accepté le catchweight à on avait accepté à condition de pouvoir contrôler le rebond de l'adversaire. Sauf que là, on peut plus le contrôler. Et en fait, 2 kilos sur des catégories de féminines de 52 kilos, c'est 5% d'écart. Je ne sais pas si on se rend compte en fait. Et est-ce que vous aviez accepté jusqu'à un certain poids le lendemain ou vous étiez resté... Parce que j'imagine qu'il y a la première pesée, donc avec un certain poids, et le lendemain, vous allez accepter avec un certain rebond, mais avec une limite quand même. Je te donne les coulisses, 56. On a accepté, ce qui était OK pour l'adversaire, il n'y avait pas de problème. Et 1 heure plus tard, il y avait un problème. Et le problème, on va se le dire en fait, c'est que la meuf, pour déjà louper le poids de 2 kilos, elle a cuté tout ce qu'elle pouvait cuter en fait. Donc là, elle va avoir un rebond des enfers, la meuf. Elle a dû se rendre compte 1 heure plus tard qu'elle devait déjà peser 60 kilos. Elle s'est dit, demain, je ne peux pas faire 56, tu vois. Donc dans ce cas-là, en fait, on est en train de faire un combat entre 2 meufs qui sont dans 2 catégories différentes. Parce que Jade, avec le rebond, elle est à 56 kilos. Ça, c'est pas un problème, à la limite, que tu rebondisses à 60. Mais dans ce cas-là, respecte le poids qui est imposé, tu vois. Mais juste que les choses soient bien claires, il n'y a pas de forfait de la part de Jade. Il y a une meuf qui est arrivée avec 2 kilos de trop.
C'est ça l'histoire. À la base, c'est elle qui finalement remplit pas le contrat. Tout à fait. Et d'un point de vue à la fois sportif et même personnel, comment Jade, elle gère ça en sachant que c'est un gros combat à Paris pour la ceinture, vous venez de la signer, derrière il y avait des possibilités dont tu vas nous parler, comment on gère ça? C'est très très dur effectivement parce que toi tu nous connais, tu connais la stratégie de management, tu sais que quand on signe quelqu'un de nouveau à la BTT, c'est qu'il y a des projets derrière et son profil à Jade réunit tout pour signer dans la plus grosse des ligues. Okay, on sait qu'on a l'UFC qui vient à Paris le 5 septembre, là on faisait le combat au mois de juillet, il y a un sens à tout ça. Et là malheureusement, sans combat, on perd une année en fait directement. C'est une année là qui est en train de tomber à l'eau. Parce qu'en fait, il faut qu'on prépare maintenant septembre 2027. Donc, et du coup, toi, comment tu fais pour réussir à maintenir cette motivation auprès des athlètes? C'est compliqué dans le cadre de Jade. En fait, le point sur lequel on se rattache, finalement, parce qu'il faut se rattacher à quelque chose, c'est qu'elle est très jeune. Donc, on peut se permettre, entre guillemets, de perdre une année. Mais si c'était une combattante de 30 ans, t'imagines la catastrophe. Et en plus de ça, tu vois, c'est quelqu'un qui a fait son camp à l'étranger, qui a dépensé de l'oseille pour ça, qui a dépensé du temps. Enfin, tu vois, ça a vraiment des répercussions qui sont catastrophiques, quoi. Donc si on doit se rattacher à quelque chose, on se dit qu'elle est jeune. Et c'est comme ça qu'on essaie de lui remonter le moral. Ouais, mais comme tu l'as dit, déjà, rien que le prochain arrêt, c'est fin septembre. Ouais. Donc là, déjà, ça te fait un trou de 2 mois et demi où tu sais que tu vas pas combattre. Si on arrive à la mettre. C'est ça, déjà si elle combat le 25 septembre. Et en plus de ça, tous les plans tombent à l'eau, que ce soit UFC ou autre. Est-ce que pour la BTT, c'est un coup dur? Ouais, c'est un coup dur parce qu'en fait, quand on travaille pour signer à l'UFC, il y a tout un plan qui est élaboré, il y a toute une stratégie qui est mise en place. La team collabore dans cet objectif. Et en fait, l'objectif vient de tomber à l'eau. Donc tu vois, il faut remotiver les troupes, etc. Il faut refaire du boulot parce que là, on avait objectif un combat pour l'UFC. Maintenant, c'est une année. Donc en fait, on passe plus de 1, on passe à 3 combats. Donc 3 fois plus de risques, 3 fois plus de prépa, 3 fois plus de chances de se blesser. Enfin, tu vois, vraiment le bordel. Tout à fait. T'imagines le bordel que peut engendrer un adversaire qui arrive avec 2 kilos de trop au calme. Mais du coup, là, sur cette carte, tu disais tout à l'heure qu'il y avait énormément de problèmes de poids. J'ai l'impression quand même que la question du cutting en MMA, c'est quand même un sérieux problème. Exactement. Déjà, juste pour préciser, il y avait 10 combats prévus, il en reste 6. Les 4, je crois, ont sauté à cause d'une raison de poids. Et sur les 6 restants, il y a 2 ou 3 catchweight encore. Donc on a très peu de combattants finalement qui ont réussi à faire le poids sur les 20 combattants prévus initialement. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut comprendre le mécontentement de la part du public. Je suis allé tout à l'heure sur la fight card mise à jour, voir les commentaires, et on peut comprendre. C'est-à-dire que moi, demain, je vais au resto, je commande un plat. Si j'ai que 60% de mon plat qui arrive dans mon assiette, je suis pas content parce que j'ai payé le prix du plat. Voilà, les mecs sont venus pour voir 10 combats. Au final, ils assistent à une soirée de 6 combats. On peut comprendre que le public, déjà, ne soit pas content. En ce qui concerne le problème du cutting, selon moi, c'est parce qu'aujourd'hui, les organisations ne sont pas assez puissantes comparées aux combattants. En fait, le pouvoir a changé de camp, entre guillemets, où ce sont les combattants qui sont plus gros aujourd'hui que les organisations. Donc, dès lors que tu vends du ticket, tu as un privilège qui fait qu'on te pardonne tout. Et si on te pardonne tout, on te pardonne de ne pas venir au poids, on te pardonne de choisir tes adversaires. Tu vois en fait ce que ça engendre. Et est-ce que ça, c'est très français, toi qui as une vision un peu, on va dire, sur toute la planète, parce que tu as des combattants qui combattent partout. Est-ce que c'est vraiment lié à comment c'est organisé en France ou c'est des choses que tu rencontres un peu partout? Malheureusement, je vais vous répondre que ouais, c'est très français. Parce qu'en fait, à l'étranger, les orgas sont plus puissantes que les combattants. On va prendre l'exemple du KSW, par exemple. Le KSW, partout où il se déplace, ils font salle comble. En fait, ce qui vend, alors l'UFC, on n'en parle même pas, tu as vu quand ils sont venus à Paris, en fait, c'est rempli avant même d'annoncer la carte. Donc en fait, ça veut dire que là, c'est l'organisation qui vend du ticket. Tu vois le délire? C'est l'organisation qui attire, quoi. T'as vu la grosse différence? Et on sait qu'il va y avoir de toute façon une carte intéressante. Donc KSW organise, la salle est remplie avant même qu'on connaisse la carte. UFC organise, la salle est remplie avant même qu'on connaisse la carte. Cage Warriors, on y a été régulièrement avec Morgan Charrière, etc. Ça remplit avant même qu'on connaisse la carte. En France, on attend d'avoir la carte pour acheter notre ticket. Donc en fait, la mentalité est très différente. En France, on est dépendant des combattants pour remplir les salles. En fait, le public français veut assister qu'à des gros combats. Et ça, on peut le comprendre. Et en vrai de vrai, si on se parle franchement, on est en capacité de le faire. Mais c'est ce qui devrait être fait. En fait, voilà.
Bah, du coup, regarde, si on revient sur la logique dans laquelle les combattants aujourd'hui sont plus importants que les organisations, c'est encore un exemple, parce qu'on vient de se le dire, il y a des super combattants en France. Tu peux faire des bangers, des franco-français, tu peux en faire plein, parce qu'il existe beaucoup de combattants en France. Mais sauf que la majorité, je ne sais pas si je donne une info ou quoi, la majorité des fighters français ne veulent pas combattre contre des compatriotes français. Parce qu'en fait, ils se sont croisés une fois sur un événement, donc maintenant c'est le frérot. 3 fois, ils se sont dit bonjour sur Instagram, donc bah non, tu comprends, je ne veux pas l'affronter parce qu'on discute sur Instagram. Tu vois, il y a cette mentalité en France qui fait que, pour un petit peu dédouaner les organisations, ça reste compliqué de faire des combats franco-français aussi. Mais il faut que les organisations apprennent à obliger. C'est-à-dire, on a une proposition de combat. En fait, t'as pas de... il y a une vieille rumeur en ce moment qui dit qu'en fait, le combattant aurait le droit à 3 adversaires et il choisit dans les 3. Ça, c'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux te dire. Ça, l'UFC, ça n'existe pas. Ça. Mais ça n'existe jamais. Une organisation qui se fait respecter ne fait pas ça. On te donne un adversaire parce qu'on estime que pour l'organisation, c'est le combat à faire qui va créer vraiment de la hype. Voilà la proposition de combat, c'est celle-ci. Tiens, regarde, hier, j'ai reçu 2 propositions de la part de Mick Ménard de l'UFC pour Méga. Tiens, regarde, j'ai ça. Est-ce qu'il me propose plusieurs adversaires pour cette personne? Voilà. Pour lui, est-ce qu'il me propose plusieurs adversaires? Tu vois comment ça fonctionne? 2 noms et voilà la date et c'est tout. Exactement. 2 noms dans le sens où c'est ton gars contre le mec. Ouais, c'est ça, un contre un. Voilà. Et pour venir à l'ARES, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, parce que bon, des combattants français, on en a, des très bons combattants, tu le disais, et est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect financier où les primes, finalement, elles seraient un peu revues à la baisse, alors qu'au départ, les primes, elles étaient plutôt quand même assez intéressantes pour les combattants? Ça, c'est une bonne remarque. En fait, quand tu es bien payé, tu ne peux pas exiger en plus de choisir ton adversaire. À l'époque, Ares ne payait pas bien, surpayait les combattants. Moi, j'ai plein de mecs, on est venu faire des braquages à Ares. J'ai des combattants qui combattaient dans n'importe quel orga pour 3 000 €. On est venu chercher 10 ou 15 000 à l'Ares, tu vois. Ares, dans un premier temps, avait besoin de se faire connaître et d'attirer des combattants. Donc, ils ont surpayé beaucoup de combattants. Et en fait, Ares est devenu l'orga qui paye de ouf. Sauf qu'à un moment, il y a eu une restriction budgétaire où en fait toutes les autres orgas en plus ont coulé. Donc il y a une espèce de monopole qui s'est installé. Et quand tu as le monopole, tu fais quoi? Bah, tu peux redescendre les primes. Parce que de toute façon, il n'y a plus personne. Tu vois. Donc en fait, moi j'ai beaucoup de combattants qui sont passés de 10 plus 10 par exemple. Pour les gens qui ne connaissent pas, 10 000 pour le combat et plus 10 000 pour la victoire. Ils sont passés de ça à 4 plus 1 par exemple. Ça veut dire que ton salaire en cas de victoire est divisé par 4. Et par conséquent, il y a beaucoup de mecs qui ont re-signé à l'ARES avec la condition de « Bah ouais, je divise mon salaire par 4, par contre les gars, vous me mettez bien. » Et me mettre bien, tu vois ce que ça signifie. Choisir l'adversaire. Et moi, des adversaires tranquilles, que je brille un petit peu. Tu vois? Donc en fait, il y a ce rapport de force qui s'établit tout le temps entre combattants et organisation. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ça penche clairement en faveur des combattants. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Mais oui, on doit changer les règles et les organisations doivent devenir un petit peu plus strictes et surtout, vas-y viens, on se dit les termes, les poser sur la table. Un moment. Ouais, t'es un gros combattant, tu nous vends du ticket, mais là tu nous manques de respect. Lui, tu veux pas l'affronter, lui, tu veux pas l'affronter, lui, tu veux pas l'affronter. Parce qu'on peut rappeler, au moment où on enregistre, il y a l'ARES ce soir. Le main event de ce soir, moi en coulisses, je peux te le dire, il a refusé d'affronter la terre entière. Tu vois. Et pour ceux qui ne savent pas, le main event, c'est Jordan Zebo. Tout à fait, il a refusé 2 personnes de la BTT. Tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, l'organisation, certes, est dépendante de combattants pour vendre du ticket, mais jusqu'où? En fait, jusqu'où on se laisse marcher dessus? Tu vois, à un moment, il va falloir imposer des règles. Et les règles, elles sont simples. C'est tellement simple en MMA. Je te propose un adversaire. Je peux concevoir que tu ne le veuilles pas. Ok? Je t'en propose un deuxième. Par contre, sache un truc, si tu refuses le deuxième, prolongation de contrat de 6 mois. Pendant les 6 mois qui arrivent, je ne te proposerai rien. Parce qu'en fait, si tu me refuses à chaque fois des adversaires et que tu ne combats pas, ton contrat il a une durée dans le temps. En fait, c'est-à-dire que dans 1 an, tu es libre. Et en fait, tu n'auras jamais combattu chez moi. Tu vois? Donc non, je vais te prolonger. Et crois-moi, les 2 ou 3 combats que tu as signés avec moi, tu vas les faire. Parce qu'à chaque fois que tu vas refuser, je vais te reprolonger. Tu vois? C'est certes un peu dur, mais c'est comme ça qu'on crée une dynamique où les combattants, ils arrêtent de venir avec des pantoufles et de dire « ouais, ça je veux pas parce que lui, on a parlé sur Insta, tout ça ». Tu vois, même moi, en tant que manager, c'est compliqué parce qu'il y a des combats que j'aimerais trop mettre en place. Mais ouais, non, vas-y, lui, je le prends pas. La phrase en ce moment, modèle, ouais, si je dois le prendre, lui, ce sera à l'UFC. Qui te dit que tu vas aller à l'UFC déjà? Et que ton adversaire va y aller. Et que ce combat va intéresser lui. Enfin, tu vois,
Les combattants, en ce moment, ils sont vraiment... Si tu vends du ticket, encore une fois, vraiment, c'est une phrase qu'il faut garder. Si tu vends du ticket, tu peux venir avec tes pantoufles, t'es trop bien, tu vois. Pour toi, Guillaume, est-ce que Arès a encore de l'avenir? Est-ce que Arès peut retrouver sa grandeur, on va dire, d'il y a 3 à 4 ans? Et qu'est-ce qui doit se passer pour que ça arrive? Alors, Arès peut redevenir l'orga numéro 1, archi numéro 1, tu vois. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment un gros écart entre Arès et la concurrence, si on se parle franchement. J'ai l'impression, sans être insultant, qu'aujourd'hui, l'écart s'est très resserré. On parle même dans le débat de savoir quel est l'orga numéro 1. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Aujourd'hui, en fait, pour redevenir l'orga numéro 1, il faut arrêter de donner le choix aux combattants. C'est-à-dire que si nous, en tant que promoteurs, on pense que ce combat-là est le combat à faire pour vendre du ticket, il faut le faire, tout simplement. Parce que sinon, on se retrouve avec des main events comme ce soir. Si on se parle franchement, qui a envie de voir le combat de Zebo ce soir avec cet adversaire? Est-ce que toi, tu as envie de le voir, le combat? J'aurais préféré un Zebo Junior Hernandez. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut savoir que Jordan Zebo a refusé Junior Hernandez. Il n'y a pas un ranking Oui, il y a. à Et l'ARES? c'est là où est le problème. Et merci de l'avoir dit. Oui, il y a. Il y a Junior Hernandez dans le ranking. Il y a Mohamed Souma dans le ranking. T'aurais pas préféré voir un Souma Zebo ce soir? Ouais, même Alvida Souyev. Ouais, mais Alvin n'y était pas dans le Ah, ok, ranking. il était Donc pas. ça, pourquoi Ok. pas, t'as vu? Ça, pourquoi pas, on le met hors des discussions parce qu'il n'était pas dans le ranking. Mais pourtant, là, on a fait venir le Portugais qui n'est pas non plus dans le ranking. Comme quoi, on sait faire des choses quand on a envie. Tu vois ce que je veux te dire? Mais la priorité, ouais, c'est de respecter le ranking. Dans le ranking, on avait qui? Junior. Tu veux pas prendre Junior? Allez, deuxième option, ce que je disais tout à l'heure, on te propose Souma. Souma. Voilà, tu prends qui? Tu vois, mais au bout d'un moment, ça s'arrête quand? En fait, Lui, ni je veux le pas- public ne comprend les décisions, Ouais. et c'est même pas bénéfique, ni pour l'organisation, ça intéresse personne, ni pour les combattants. C'est ça. Donc pour répondre à ta Qu'est-ce qu'il y a question à gagner originale, finalement? Puis il y a un Voilà. vrai problème, c'est que là, si tu fais venir un étranger qui est ni dans le ranking, ni qui a jamais combattu en France, alors il peut être on est classé, perdu en fait. il peut être classé dans son organisation ou dans son pays, mais il n'y a pas de cohérence avec l'organisation. Ouais, puis encore une fois, les gens vont se déplacer pour voir du Zebo Souma, du Zebo Hernandez. Mais pas Les du Français aiment Zebo- bien les chocs Tiens, franco-français. donne-moi le nom de l'adversaire de Zebo ce soir. Je connais pas. Tu vois, ça c'est un truc très important qu'il faut noter. Même les gens qui suivent le MMA ne savent pas le nom de l'adversaire de Zebo. Et donc pour répondre à ta question initiale, parce que c'était celle-ci, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour redonner sa grandeur à Arès? Bah, en fait, faire respecter tout simplement les règles. C'est aussi simple que ça. Nous sommes le promoteur, c'est nous qui te payons. D'accord? Nous, on veut mettre en place ce combat. La question c'est, c'est pas est-ce que tu veux affronter lui, c'est est-ce que tu acceptes de l'affronter? Non, tu acceptes pas? Ok, très bien, tu es en dehors de la course, prolongation de 6 mois. Tu vois, et si on fait les choses de cette manière, les combattants vont arrêter de choisir. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde choisit. Attention, là, je me suis défoulé, un peu sur Zebo, mais parce que je peux donner du concret, je peux dire qu'il a refusé des mecs parce qu'il les a refusés. Mais il y a d'autres... En fait, tout le monde Est-ce qu'à aujourd'hui l'UFC, refuse. c'est possible ça? Ah, c'est impossible. Le mec qui détient la ceinture. Regarde la règle, elle est trop simple à l'UFC. On t'envoie ce que je t'ai montré tout à l'heure. Ok? Ton gars contre un autre mec. Tu refuses de l'affronter. Ok, ton gars, l'autre mec reste. Et on va proposer à l'autre mec un nouveau nom. Tu vois ce que je veux te dire? Jusqu'à ce qu'un combat puisse se faire. Mais un mec qui accepte de combattre, on va toujours le laisser sur la carte. Sauf que moi, et pas forcément qu'à l'ARES, dans d'autres organisations françaises, j'ai déjà eu des combattants qui se sont fait sauter de la carte parce que l'adversaire ne voulait pas l'affronter. Mais vous imaginez les mecs, dans quel monde Après, on est? on peut comprendre qu'un manager ou même tout le staff, à un moment, juge ou pas, est-ce que c'est le bon moment d'affronter tel adversaire ou pas? Ça, il y a aussi un côté matchmaking. J'imagine que Et toi, tu es aussi management. vigilant à ça. Te Bien dire, sûr. est-ce que là, on y va? C'est On est pour ça que prêt? je te dis quoi? 2 choix. Sinon, à un moment, ça ne s'arrête plus en fait. À un moment, le mieux, c'est carrément tu finances ta propre organisation et tu fais toi-même ton matchmaking. Alors tu vois, vraiment, pour dédouaner les organisations, je vais te dire un mot que j'adore, pour moi, il y a un gros problème générationnel. Tu vois, moi, je suis quand même dans le MMA depuis 15 ans. Tu vois, la BTT, ça existe depuis 2014, mais j'étais là avant, tout ça. Et en fait, les combattants avec lesquels on travaillait il y a 10 ans et les mecs de maintenant, ça n'est plus les mêmes. À l'époque, on travaillait avec des Carla Moussou, par exemple. Carla Moussou, c'est, tiens, regarde, les clés de ma carrière, tiens, et tu me dis à quelle heure je dois combattre et contre qui. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé, tu vois. Aujourd'hui, dans les carrières des combattants, tu as un gros staff. Chaque membre du staff donne son avis, mais pas que. Il y a aussi la famille qui donne son avis. Tu vois, il y a tout cet environnement qui fait que pour dédouaner les organisations, c'est pas non plus facile, aujourd'hui, de bosser dans le MMA. Il y a beaucoup de gens qui ont leur mot à dire, tu vois. Moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment que même dès les amateurs, il y a déjà un gros staff.
à la limite, on peut entendre et comprendre que tu arrives à l'UFC ou dès que tu es dans une grosse organisation, forcément, ton staff s'élargit parce que tu as besoin d'un nutritionniste, un préparateur physique, la personne qui gère ta com, etc., un manager. Mais de voir des amateurs qui ont à peine quelques combats déjà arriver avec toute une équipe de pros, alors c'est très bien, ça professionnalise, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu trop ? Ouais, mais c'est ça. Moi, je suis d'accord sur ça, notamment sur le fait que on prend le palmarès amateur, c'est comme s'il valait un palmarès pro. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Un amateur qui fait 20 combats, il peut avoir un palmarès de ouf. Pour son premier combat pro, il a accès à Ares, Hexagone ou ce que tu veux. Ce qui est censé être le Chose qu'on Graal faisait pas avant, de... Bah, si on fait la comparaison avec la boxe anglaise, ton parcours amateur, dès que tu passes pro, On l'a oublié. Hein. il est effacé, quoi. Il compte plus. Hein. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, il y a un truc très simple avec le MMA moderne, celui de maintenant, c'est qu'en fait, tu peux devenir une star en étant amateur, chose qui n'existait pas à l'époque. Tu vois, aujourd'hui, tu as des amateurs qui sont stars, tu vois. Attention, ce sont des très bons combattants, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que l'accès aujourd'hui au MMA, il est trop facile. Le MMA aujourd'hui, c'est trop rapide. À 2-0, déjà, on parle de toi comme le futur du MMA français. Je ne sais pas, les gars, si vous vous rendez compte de cette phrase. La pépite, le futur du MMA français. Le mec, il a gagné son premier combat en 3 minutes, le deuxième en 2 minutes. Il a 5 minutes de cage dans les pattes. En 5 minutes, on estime que ça devient le futur du MMA français. Donc en fait, aujourd'hui, l'accès au MMA, il est trop rapide. Tout va trop vite. À l'époque, il fallait être un combattant d'un certain standing pour aller sur Ares. Tu as vu, tu te rappelles, on a eu l'époque des Amin Ayoub, des Damien Lapillus. Enfin, tu vois, en fait, on ne s'en rendait pas compte à l'époque parce qu'on la vivait, cette époque. Mais ça a été la plus belle du MMA français. Tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des combattants avec, j'allais dire 2 combats, bah même pas, tu as des pros débuts qui viennent sur Ares. En fait, tout va trop vite. Et la lumière, tu sais, fait perdre la tête de beaucoup de personnes. Moi, j'ai vu des combattants, j'ai managé des combattants qui se sont perdus à cause de la lumière. Et en fait, cette lumière, elle amène beaucoup de mauvaises choses. Des combattants aujourd'hui qui préfèrent combattre pour la lumière plus que pour la construction de carrière. Et surtout l'environnement. C'est un peu dur hein, ce que je vais dire, mais aujourd'hui, à cause de la lumière, tu as beaucoup de nouvelles personnes qui ont débarqué dans le MMA. Les coachs mythos, les préparateurs physiques, les experts en nutrition, en cutting et compagnie, tu vois, ouais, les coachs, machin, etc., tu vois. Tous ces mecs-là, en fait, qui n'ont pas de compétences pures en MMA, ou du moins qui n'ont pas de background qui certifie qu'ils amènent une plus-value aux combattants, tu vois. Les messieurs gratuits. Parce qu'en fait, ces mecs-là, en plus, leur particularité, c'est qu'ils travaillent gratuitement. Parce qu'en fait, ton objectif, c'est d'aller chercher un peu de lumière sur le combattant. C'est pas d'aller chercher de l'oseille, parce que tu vois, l'écosystème, il reste quand même assez pauvre du MMA. Il n'y a pas tant d'oseille que ça, tu vois. Par contre, il y a un truc qui a plus de valeur que l'oseille aujourd'hui. C'est la lumière. Ouais. La visibilité. Ouais. Ouais, la lumière, les gars. Donc, tu as beaucoup de mecs aujourd'hui qui proposent leurs services gratuitement. Et ça, c'est aussi problématique, parce qu'ils deviennent les hommes à tout faire, et petit à petit, ils prennent de la place. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. On ne va pas citer le nom du combattant, parce qu'on n'est pas là pour créer des polémiques ou quoi que ce soit, mais à l'époque, si tu veux, il y a un mec qui a contacté un de mes combattants, parce qu'au travers du combattant, il a senti qu'il pouvait prendre un peu de lumière et quoi que ce soit. Sauf que le problème, c'est que ce mec-là n'avait pas de compétences à apporter. Mais doucement, doucement, en fait, je l'ai vu monter les échelons, non pas de la compétence, mais de la dépendance que le combattant avait envers lui. C'est-à-dire que dans un premier temps, le mec, écoute bien, hein, juste il l'emmène à l'entraînement. Ouais, ça va mon frérot, tiens vas-y, je t'emmène, machin, un truc. Et il regarde les entraînements. Après, il commence petit à petit pendant les entraînements. Ouais, regarde, là tout à l'heure, le coach il t'a dit de faire ça, pas ça. Tu vois, doucement, il commence à s'installer dans l'écosystème du gamin, tout ça, et commence à devenir quelqu'un d'important. Tu vois, par exemple, c'est le genre de gars que tu vas contacter à 3h du matin quand tu es en train de cutter. Parce qu'il te manque un truc, et lui, il va réussir à trouver une pharmacie de nuit ou quoi que ce soit, tu vois. Un peu l'homme à tout faire, tu comprends ? Jusqu'à ce que cet homme à tout faire, dans mon dos, contacte le promoteur pour placer le combattant. Tu vois, il s'est installé tellement doucement que moi, je ne l'ai pas vu arriver. Jusqu'à un moment où il commence vraiment à prendre du galon et à faire des choses. Et en fait, tu vois, c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'il faut rester prudent. La lumière, aujourd'hui, dans le MMA, et je le répète, attire des mauvaises personnes. Il faut faire très attention. Moi, je le dis sincèrement, demain, si je travaille avec toi, je vais prendre mon pourcentage sur toi. Je vais me rémunérer sur toi. Mais parce que je t'amène une plus-value. Peut-être que sans moi, en fait, tu ne vas pas faire ces primes-là. Tu vois ? Mais tu as une autre façon aujourd'hui d'accéder au MMA, c'est de devenir le mec à tout faire, qui n'a pas forcément de compétences. Est-ce que tous ces postes-là dont tu parles, que ce soit
promoteur, coach ou ce que tu veux, manager, est-ce que tout ça, tu penses, ne peut pas être mieux contrôlé, que ce soit via la fédération, des vrais postes, qu'on en fasse des vrais postes, tu vois? Là, c'est un sujet Oula. important. Non, mais Non, mais il y a la question de pour moi, il y a la question de la compétence. Non, mais C'est-à-dire en que fait, j'attendais que ce soit qu'ils me coach disent, ou lol, je préparateur. rigole. Ah, mais excuse-moi, j'attendais qu'ils me disent je rigole, parce que tu penses que la Fédé va contrôler demain les gens qui accèdent au MMA. La Fédé n'est même pas Impossible. capable de protéger les combattants, ce qui est l'essence même de la fédération. C'est-à-dire que sans les combattants, il n'y a pas de coach, il n'y a pas tout l'écosystème, donc il n'y a pas d'oseille qui est redistribuée à la fédération. Donc l'essence même, on est d'accord, c'est le combattant. Okay, quand le combattant se prend une banane par une organisation et qu'il n'est pas payé, la fédération n'est même pas capable de le protéger. Même la Fédé va peut-être même avoir une idée qui est encore meilleure, c'est de faire payer des licences aux gens qui rentrent dans l'écosystème. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas grave que tu n'aies pas de compétences. À partir du moment où tu payes la licence, nous c'est bien. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? L'exemple du COF. Le COF a laissé plein d'impayés aux combattants. Tu vois, moi par exemple, je peux développer le sujet. Oui, bien sûr. Okay. Moi, à titre personnel, j'ai contacté le président de la Fédé. Et je lui ai dit, par le passé, on a déjà eu un cas de figure, on a le MMAGP qui a mis des bananes à des combattants. Il y a encore des combattants qui ont des impayés de la part du MMAGP. Le MMAGP a mis la clé sur la porte. Donc, j'imagine même pas. Je suis sûr que vous avez donc pris des conséquences de ça, que vous avez pris des directives par rapport à ça et que ça ne va plus jamais se reproduire. Donc là, aujourd'hui, on a le COF qui vient de mettre une banane à tout le monde. On vient d'apprendre, ça y est, le COF est en redressement judiciaire, etc. Ils ne paieront plus jamais. Donc du coup, c'est quoi les enseignements que vous avez tirés du MMAGP? Ah non, mais nous, rien à voir. Nous, on n'est pas dans le juridique, ça ne nous regarde pas. Mais comment ça te regarde pas? Est-ce que tu peux me dire qui est-ce qui a donné la licence à ce putain de promoteur pour organiser? C'est bien la Fédé. Et toi, tu la donnes à n'importe qui, la licence, ou quoi? T'as pas contrôlé le fait que le mec, il doit avoir les réserves financières nécessaires pour payer les combattants. Donc en fait, tu donnes la licence de promoteur à n'importe qui, à partir du moment où il te paye la licence de promoteur. Et tu penses que nous, on ne te tient pas pour responsable. Moi, je tiens, Guillaume Pelletier, je tiens la FMMAF responsable du fait que les combattants n'aient pas été payés par le COF. Parce que la FMMAF a donné la licence de promoteur aux gars du COF. Par conséquent, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas responsable, ça n'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de c'est quoi pro finalement? C'est quoi? Est-ce que comment dire, le statut de pro pour un combattant, c'est quoi? À la fois dans sa rémunération, à la fois dans son statut. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est un peu compliqué. En fait, ça, quoi. c'est un faux statut, Aïssa. Demain, si tu veux, tu peux être combattant, toi, professionnel de MMA. Chose qui n'arrivera pas. Ouais, mais est-ce que tu as les compétences pour l'être? Je pense pas. Sauf Physiquement. que tu peux l'être. Parce qu'en fait, c'est très très simple. Demain, je te prends avec moi, je t'envoie dans n'importe quel pays européen, hormis la France, tu fais tes débuts professionnels. Le lendemain, je te récupère avec... me tâter quand même. Mais là, mais regarde, le lendemain, je te récupère avec moi et tu as le droit de combattre en France. Donc en fait, ça, c'est un faux statut, le statut de professionnel. Mais pour revenir à ta question, en fait, pour moi, la FMMAF est responsable de tous les maux du MMA. Déjà, je vais te dire un truc, il faut que je le dise une fois pour toutes publiquement. Il y a un président qui est élu, sauf si je dis une bêtise, hein, arrêtez-moi si je me trompe. Est-ce qu'il y a bien un président qui est élu à la FMMAF? Ouais, ok. Est-ce qu'on peut considérer que moi, je suis un acteur majeur du MMA? Toi, comme d'autres coachs qui sont là depuis... Aucun problème. du Comme temps. des clubs, des Ok, clubs, mais on ouais. peut considérer qu'on est des acteurs majeurs. Moi, je peux juste garantir ma personne parce que je peux dire la suite du coup. Est-ce que moi, j'ai été contacté par la FMMAF pour les élections? Guillaume, il faut que tu votes pour notre président. Moi, on ne m'a jamais contacté. Et je n'ai pas l'impression que les managers dont tu parles ou les coachs ont été contactés non plus. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui élit les personnes au sein de la fédération? Ça n'est pas nous, acteurs majeurs du MMA. Il y a des combattants qui ont engendré des frais de prépa, de nutritionnistes et tout le bordel pour être sur les cartes du COF, qui ont pris une banane qui les a mis dans une difficulté financière sans nom, et la FMMAF estime qu'ils ne sont pas responsables. Tu as des combattants de la BTT Bien qui sûr. n'ont pas été payés par le Plein, COF? Plein. Et j'ai d'ailleurs un combattant de la BTT, écoute bien, hein, qui a quitté la BTT pour cette raison. Ah ouais? Nikita Lechoukov. Il nous estime responsables, parce qu'on l'a mis sur le COF, alors à tort ou à raison, il nous estime responsables de sa difficulté financière, parce que je peux lui te est le dire. arrivé, quoi. Ouais, mais moi je peux le comprendre qu'il a été mis en difficulté.
Mais le débat de fond, ça reste, est-ce que la Fédé est responsable? Bien sûr qu'ils sont responsables. Comment tu peux me dire que le fait qu'il ne soit pas payé, tu n'es pas responsable? Moi, j'estime que peut-être je suis responsable, effectivement, parce qu'on l'a envoyé combattre sur le COF. Donc toi qui lui as donné la licence au promoteur, évidemment que tu es responsable. Tu sais, je vais te dire un truc, hein, j'adore ce sport. Ce sport est magnifique, il est noble, il est superbe. Mais le problème, ça n'est pas le sport. Le problème, c'est ce que nous, on en fait, ou ce qu'en font les personnes qui dirigent ce sport, tu vois. Et clairement, on voit bien, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Dans le MMA, c'est la jungle. Aujourd'hui, c'est la jungle. Il y a des règles dans le foot, par exemple. Je regardais il y a 3 jours une émission qui était incroyable, c'était un reportage sur Emmanuel Eboué, ancien joueur d'Arsenal. Il a arrêté sa carrière dans le football parce qu'il avait des agents avec qui ça s'est très mal passé. Et en fait, après, il a négocié un contrat avec Galatasaray. Il devait 1 million de commissions aux agents. Il a refusé de payer les agents. Et du coup, écoute bien, la fédération lui a retiré sa licence de joueur tant qu'il ne payait pas les agents. Mais tu vois, il y a des règles dans le football. Le MMA, les gars, c'est la jungle. Vraiment. Les rapports entre coachs, les rapports entre combattants aussi, les rapports entre managers. J'ai encore pris, moi, une banane récemment par un manager. Et qui est-ce qui me protège dans la banane que j'ai pris? Est-ce que je peux appeler la Fédé pour dire « Ouais les gars, on a un accord avec ce mec qui vient de me mettre une banane, comment est-ce que vous allez me défendre ?» Je leur pose la question, comment ils vont défendre mes intérêts? Ou un combattant qui remet tout en question après une défaite. Ou un combattant qui ne te paye pas aussi, alors que tu as un contrat avec lui. Ça arrive aussi. Et la Fédé, où est-ce qu'il nous protège? Or, la Fédé de football protège les agents. Si tu ne payes pas la commission, on ne te donne pas ta licence pour jouer. Dans le MMA, tu ne payes pas ta commission. C'est pas grave, paye ta licence. Paye ta licence et on va te donner l'autorisation. En gros, pour conclure sur ce thème, c'est un gros problème de fond, de structure. Ouais, c'est un gros sujet là, il faudrait consacrer carrément. Et je l'ai gros sur le cœur, j'en ai gros sur la patate. C'est que j'ai beaucoup donné de mon temps et de mon énergie pour défendre des combattants. Ça m'a engagé des frais aussi d'avocats et compagnie. Et la Fédé, la seule chose qu'ils me répondent, c'est « Ah bah non, nous, on ne peut rien faire. » Fin du débat. Je peux me lever? On passe à la suite, du coup. Voilà. On passe vraiment à la suite. Hein. Alors, la deuxième actualité, la plus chaude, on va dire, à la BTT, c'est une actu à laquelle personne s'y attendait, la signature de Noah Gunion à l'UFC pour la première édition de l'UFC en Serbie, à Belgrade. Ouais. Bon, raconte-nous un peu d'où tu as sorti ça, comment ça s'est fait. Attends, déjà, c'est un sujet qui est un peu plus cool. Là, je peux me détendre maintenant, je peux me mettre comme ça. Tu vois. Tout à l'heure, j'étais un peu tendu, c'était des sujets qui ne me plaisaient pas. Alors, la signature de Noah Gunion, encore une fois, elle est géniale parce qu'elle prouve que c'est uniquement ce que tu fais dans la cage qui fonctionne. Tu vois. Et en fait, ça contredit tout ce qu'on s'est dit en début de podcast. Parce qu'encore une fois, vous me posiez la question, est-ce que c'est qu'en France ou partout? Ben non, c'est qu'en France qu'on crée des stars au bout de 2 combats, c'est qu'en France qu'on les appelle super pépites, c'est qu'en France qu'on prétend, parce qu'il y a des médias aujourd'hui français qui te disent « Ah les gars, en plus les mecs sont sûrs d'eux, l'UFC ils regardent que Fight Matrix, hein. Ils regardent que Fight Matrix. » Je viens de prouver encore une fois que ça n'est pas vrai. Noah Gunion est classé, je ne sais pas, peut-être 10e français sur Fight Matrix. Il y avait d'autres mecs devant lui. 300 et quelques mondes, non? 300 et quelques mondes, effectivement. Donc ça montre que le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le MMA, les gens qui ont le savoir ne communiquent pas forcément, et les gens qui racontent n'importe quoi, par contre, communiquent à outrance et racontent n'importe quoi. La réalité des faits, c'est qu'encore une fois, c'est uniquement ce qui se passe dans la cage qui t'amène à l'UFC. Parce que la statistique, elle est terrible. Noah Gunion, 9 victoires, 9 finishes. C'est ça qui l'a ramené à l'UFC. Et un bon manager aussi. Ouais, il faut les deux, forcément. Voilà. Il faut les deux. Il te faut les performances tu vois, dans la cage. Uniquement. Lui, comment tu le sens? Est-ce qu'il a été excité? Est-ce qu'il est stressé un peu? Parce que son combat, il est dans 4 semaines. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, tu penses, pour son premier combat là-bas? Alors Noah, effectivement, il était ravi déjà pour commencer, bien sûr. Un signe à l'UFC, c'est toujours une nouvelle absolument incroyable. Tu l'as assisté, je crois, il n'y a pas très longtemps, donc tu sais de quoi je parle. Le truc est que la façon dont je lui ai amené, c'est comme ça que j'aime bosser, histoire de ne pas faire d'erreur. Je lui ai fait croire qu'en fait, Arès allait rajouter une date en août, juste pour vérifier si en fait il était apte à combattre. Parce que si je lui dis que c'est l'UFC, même s'il a les 2 jambes pétées, il va me dire « ouais, c'est bon, j'y vais ». Donc là, je lui dis « ouais, Arès, ils sont susceptibles de rajouter une date en août, est-ce que le 1er août, c'est bon pour toi ?» Et en fait, tu vois, c'est aussi ça qui l'a ramené à l'UFC, Noah. Noah me répond « écoute Guillaume, si tu penses que c'est bon pour ma carrière, on y va, c'est bon. » Ouais, il te fait confiance. Tu vois, la confiance, les gars, c'est le maître mot en fait dans une carrière. Si tu as un manager qui gère son sujet et qui est bon, la confiance, c'est le maître mot. Et du coup, Noah a cette confiance envers moi et le fait qu'il me donne comme ça les clés de sa carrière fait qu'aujourd'hui, il est à l'UFC.
et c'est un mec qui mérite, pour reprendre ta question. Est-ce qu'il a du stress ou pas? C'est un mec qui a quand même combattu dans de grosses orgas, il a combattu au Bellator, etc. Mais ce facteur-là, nous, on ne le maîtrise pas. En fait, je ne peux pas te dire que si c'est quelqu'un qui a du stress, et je ne peux pas non plus te dire si c'est quelqu'un qui va performer ce soir-là, parce qu'il y a un truc qu'on sous-estime vraiment, c'est le poids de l'UFC sur les épaules des combattants. Parfois, ça crée des sous-performances, des combats un peu merdiques, parce que l'UFC, ça pèse très lourd sur les épaules des fighters, au moins en début de carrière. Oui, surtout dans les premiers combats. Ouais, donc je serais un mytho de te dire ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Parfois, malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu, parce que le poids de l'UFC pèse très très lourd. Donc j'espère qu'il va réussir à l'alléger rapidement et nous faire une belle performance. Ouais. Et puis si je dis pas de bêtises, l'adversaire est bon également. Ouais. C'est un mec du Monténégro, je crois. Et tu très solide. Hein, Ouais, c'est ça. Tu me disais en off que tu le connais un petit peu, tu peux nous expliquer? Je le connais un petit peu parce qu'il y a 2 ans, je voulais le signer à la BTT. C'est un mec que je connais parce que c'est le partenaire d'entraînement d'un autre combattant qu'on a à la BTT qui s'appelle Nikola Joksovic, un Serbe. Et son profil m'intéressait beaucoup. Et en fait, il m'expliquait qu'il partait déménager aux États-Unis et que par conséquent, il allait peut-être plus se diriger vers une carrière de boxeur. C'est pour ça qu'il a signé au Dirty Boxing. Il a fait du bare knuckle et compagnie. Donc je crois que même lui avait plus ou moins abandonné sa carrière de combattant de MMA. Mais c'est un combattant qui m'a intéressé beaucoup. Ses statistiques aussi sont terribles. 18-19 victoires. Ouais, je crois qu'il est quasiment sur 20 victoires. 100% de finish. Un frappeur aussi. Hein. Ouais, et 100% de finish comme Noah. Donc sur le papier, on devrait assister à une guerre c'est vraiment une guerre des enfers. Mais comme je disais tout à l'heure, encore une fois, attention. Le poids de l'UFC, ça pèse très très lourd sur les épaules. Donc peut-être que l'avantage sera donné à celui qui va y aller le plus léger possible et qui va oublier le contexte en fait. Alors les combattants vont se poser la question, comment on fait pour arriver à la BTT? Bah tu vois, regarde, je vais reprendre les sujets d'avant qu'on a abordés. De ne pas avoir la grosse tête, être respectueux, croire en soi, faire confiance à la personne en qui on travaille. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement, il est trop compliqué dans le MMA. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est trop la jungle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, je fais très attention à la personnalité du combattant et à son environnement. Par qui il est entouré, j'imagine aussi. À son environnement. Les coachs, la structure. Ouais, mais les mecs ne se rendent pas compte, ils détruisent des carrières. Parce qu'aujourd'hui, le coach veut trop rentrer dans le management. Ça, c'est un bon combat, ça, c'est un mauvais combat, etc. Ouais, mais si tu étais manager, le combattant, il travaillera avec toi en tant que manager. Reste sur tes compétences de coach. Tu es certainement un putain de coach, tu vois. Reste concentré sur tes compétences. Comme moi, j'explique pas le game plan des combattants. Je lui dis pas, tu dois faire ça plus que ça. Donc, je pense que chacun doit garder ses compétences et ainsi, ça se passe bien. Mais aujourd'hui, l'environnement du MMA, il est dur. Bah justement, par rapport aux compétences, on va revenir encore une fois sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qui revient souvent par rapport à toi. Pourquoi tu te retrouves dans les coins de certains combattants, notamment Oumar Sy? C'est quelque chose qui t'arrive souvent et les gens ne comprennent pas forcément. Et ça revient à ce que tu viens de dire. Les gens se disent, bah, chaque poste a ses compétences. Pourquoi lui se retrouve dans le coin? C'est pas un coach de MMA. Ouais. Pourquoi du coup tu es dans les coins des combattants? Il y a un commentaire une fois qui m'avait fait rigoler. J'avais lu Pelletier, il cherche tellement la lumière qu'il se met même dans les coins maintenant. Tu vois. Ça, c'est un truc de ouf. Je pense que la meilleure personne à interroger, ce serait Oumar. Oumar, il t'expliquerait pourquoi je suis là. En fait, moi, j'ai jamais demandé à être dans aucun coin. Et tu sais, moi, je préfère rester chez moi. Regarde, aujourd'hui, je suis venu avec ma petite, là, qui est à moitié en train de dormir dans la cage. Chaque déplacement, moi, me coûte beaucoup, que ce soit en frais, que ce soit en temps, que ce soit en tout, tu vois. C'est du temps en moins avec ta famille. Exactement, tu vois. Moi, je suis payé la même chose à rester chez moi et à regarder le combat sur l'UFC Fight Pass, tu vois. Donc, je serais bien mieux à rester chez moi. Sauf que dans un monde parfait, ça se passerait comme ça. Dans un monde moins parfait, il y a des failles dans les équipes. Les combattants n'ont pas forcément des gens de confiance autour d'eux. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont créé une relation avec le manager. Ils lui demandent d'être là pour X ou Y raison. Pendant très longtemps, j'étais là pour faire le cutting de Benoît Saint-Denis. Aujourd'hui, c'est structuré. Tu ne me vois plus dans le coin parce qu'il n'y a plus besoin. Oumar, je suis là parce qu'il me demande de le faire. Jade Joran m'avait demandé ce soir d'être là parce que son coach est malade. Pas gravement, hein. Il est malade, il est souffrant, il a dû rester chez lui. Donc elle se retrouve sans coach. Des fois, c'est aussi un repère pour le combattant. C'est ça, parce que nous, on a créé quelque chose avec eux. C'est ça. Un repère sur lequel s'appuyer, même si ce n'est pas un repère, on va dire, structurel en termes de conseils dans le coin. Mais ça va être des fois juste le fait de visualiser qui va permettre d'avoir une certaine confiance et de se sentir bien. C'est comme si un proche était là, dans le coin, notamment par rapport à Oumar, parce que je connais votre relation, ça fait des années que vous bossez ensemble.
Et on était ensemble à l'UFC Paris, hein, toute la Fight Week. Et on voit que clairement, vous C'est deux. mon gars. Ouais, voilà, Ouais, c'est mon pour gars ça de aussi, ouf. je pense qu'il aime bien. Bah, tu vois, Oumar, par exemple, jamais je me permettrais de parler au-dessus du head coach de l'ATT. C'est un monsieur, le head coach de l'ATT. Les conseils, c'est lui qui les donne, c'est pas moi. Ok. Par contre, je suis là parce que je fais du bien à Oumar, dans le sens où je suis un repère, comme tu disais pour lui. En fait, je suis son gars, tu vois. Je suis son gars sûr pour lui et ça le met dans un état de confiance maximum, en fait, tu vois. Lui, il sait qu'il peut se reposer sur moi, qu'il n'y a pas de galère, que je suis un gars qui a toujours été là malgré les tempêtes, etc., les problèmes, les solutions et tout. Donc je pense qu'il y a un côté où ça rassure un petit peu les combattants. Mais oui, effectivement, je préfère être chez moi, encaisser le même oseille. Bah, tu vois, en fait, chaque déplacement, ça te retire des anniversaires, ça te retire des sorties en famille, ça te retire des moments importants où il faut que tu sois là pour l'école, les réunions paro-prof. Tu vois, ça te prive de moments importants que tu devrais passer en famille. Et ça, tu ne pourras pas les racheter. Il n'y aura pas de retour en arrière. Donc les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Mais je ne leur demande pas de comprendre, donc c'est pas grave. La dernière actualité, enfin celle qui arrive, la semaine prochaine, le combat de Benoît Saint-Denis face à Paddy Pimblett. Un combat ultra attendu, dont tout le monde rêvait à Paris, mais finalement ce ne sera pas à Paris. Mais au moins il a lieu. Bon, Benoît évidemment est déjà sur place. Comment tu le sens pour ce combat? Et j'ai envie de te demander directement comment tu vois le combat se dérouler. Benoît, je le vois très très bien. Pour être très honnête, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu dans ses dispositions. Pas de blessure, pas de maladie, pas de pépins à l'entraînement, gestion du poids parfaite, pas de soucis physiques. Tu vois, donc là, pour le coup, vraiment, tous les voyants sont au vert. Okay. Après, encore une fois, c'est la cage qui va réaliser le rêve de l'un d'entre eux, tu vois. Mais dans les conditions, les conditions sont parfaitement réunies et tout est OK. Donc je le sens très très bien, Benoît. Je le sens très focus. Benoît, c'est quelqu'un qui doit avoir un objectif pour performer. Il est comme ça, c'est un guerrier. Aujourd'hui, l'objectif, il est clair. Avec les récents résultats des différents combats dans les 70 kilos, bah, l'objectif, il est encore plus abordable, si tu vois où je veux en venir. Donc voilà, aujourd'hui, Pimblett, c'est juste un pion qu'il faut dégager de l'objectif. Et il va falloir le faire. Ouais, c'est une étape. C'est une étape. Je te promets, vraiment, lui, il voit ça comme une étape. Ça ne s'arrête pas à Pimblett. Pimblett, c'est juste un truc qu'il faut dégager sur la route. Donc clairement, aujourd'hui, il est très motivé par rapport à ça, Benoît. Pendant longtemps, on voyait Pimblett comme un bon combattant, mais pas extraordinaire non plus. Il a eu énormément de victoires d'affilée, je crois 9 ou 10 avant de perdre face à Gaethje. Toi, tu le situes où, tu penses, en termes de niveau? Est-ce que c'est un gros combattant, un gros challenge à passer? En fait, si tu veux, cette impression, elle vient du fait qu'il n'a jamais eu d'opposition, de grosse opposition, même à l'UFC. Tu as vu, on peut considérer que c'est un combattant qui a été un petit peu protégé quand même. Même si ça reste du très très haut niveau, il n'y a pas de problème. Mais quand tu prends des Chandler et compagnie, c'est pas les mecs les plus durs aujourd'hui, si on est d'accord. Donc, il y a ce truc où, en fait, tout le monde le sous-estimera toujours, Pimblett, par rapport à son parcours qui a été favorisé. Mais clairement, si tu me demandes aujourd'hui de le situer dans le ranking, ça reste assez compliqué parce qu'on ne l'a pas vu en fait dans le dur, en difficulté, etc. Il y a vraiment le combat. De Benoît. Tu comprends, c'est ça. Donc il y a le combat contre Gaethje. Et là, finalement, le récent résultat de Gaethje contre Topuria fait remonter un petit peu Pimblett dans notre estime. Il a perdu contre Gaethje, quoi. Voilà, C'est pas n'importe qui. Et là, pour le coup, on se dit, bon, elle a bien vieilli sa défaite, pour le coup. Donc il faut rester prudent. C'est un très très bon combattant, très opportuniste, beaucoup d'expérience. Il faut y aller avec beaucoup d'humilité, tu vois. Évidemment, on veut le déchirer. Le but, c'est de le déchirer. Mais c'est quand même un mec qui a des qualités. Il ne faut pas penser que ce sera un combat facile. Ça serait dommage de penser ça. Est-ce que tu te mouilles sur un prono ou... Ouais, bien sûr. Moi, je vais rester très confiant envers Benoît. Je vais respecter le style de combat qu'il a. Pression jusqu'à ce que ça craque. TKO deuxième reprise. Après 2 reprises où vraiment il y a beaucoup d'échanges, parce que vraiment pour le mettre dans le dur, Paddy il va devoir lui rouler dessus, marcher dessus, ouais, y aller encore et encore. Peut-être même qu'il va prendre des coups, Benoît. Certainement qu'il prendra des coups. Mais il faudra accepter de les prendre, d'en prendre un pour en renvoyer 2. Et ça, c'est ce que Benoît est prêt à faire. Donc si je dois mouiller, c'est le pronostic que je donnerai. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que vraiment, il a eu une période, là, cette dernière année, et je trouve que même le fait d'avoir ces 6 derniers mois pas pris de combat, c'est de consacrer à sa préparation, c'est de faire un peu oublier de
tout. Des médias, tout ça. l'espace médiatique, Ah, ça faisait 6 tout mois ça. presque qu'il n'a pas combattu. Hein. Ça, je pense, c'est aussi un aspect positif parce que pour préparer ce genre de combat, il faut être dans les conditions idéales. Tu te rappelles, je te disais, il faut respecter les compétences, excuse-moi, de chacun. S'il n'a pas combattu, c'est dû au staff médical qui a interdit le fait qu'il combatte. Parce qu'on l'avait vraiment mis dans le dur, Benoît. On a trop enchaîné les combats. Donc c'est le staff médical qui a dit non. S'ils disent non, c'est non. C'est aussi simple que ça. Dernière chose, en cas de victoire, derrière, est-ce qu'il y a un nom, est-ce qu'il y a quelque chose bon, on les connaît, hein. Charles Oliveira, Tsaroukian, Gaethje, tous ces gars-là, ça se jouera entre eux. Bah, regarde, je vais me mouiller en fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller chercher des trucs qui sont intéressants. Et il serait inintéressant d'aller chercher un gars du top 5 s'il n'y a pas de ceinture au bout. Donc en fait, clairement, si on se dit les choses, un vrai coup de management serait d'aller chercher une des 2 ceintures. Il faut y aller là. Ah ouais, c'est l'objectif. S'il passe là, Clairement, ouais, bien sûr. Mais je m'en cache pas, hein, t'as vu, je le dis et que ce soit clair. L'objectif en cas de belle victoire contre Paddy, c'est-à-dire un finish, c'est d'aller chercher une des 2 ceintures. et puis c'est maintenant quoi. Ouais. Quand je dis c'est maintenant, c'est pas. En termes de timing, tout ça, ouais, bien sûr. Donc non, on se cache pas, on peut le dire. Objectif ceinture. Bon, bah écoutez, réponse samedi 11 juillet Ouais. pour Benoît Saint-Denis. Guillaume, on va te libérer. Nous, on va enchaîner avec la deuxième partie avec Ibrahima Doukansi. Guillaume, merci beaucoup d'être passé. C'était un plaisir. Un grand plaisir. On espère que sa présence, que vous aurez apprécié sa présence. Pas mal de sujets à aborder, mais au plaisir de te recevoir à nouveau dans un podcast pour développer grand plaisir. encore sur des sujets. Et nous, on enchaîne tout de suite. Ne partez pas, restez branchés. C'est parti pour la deuxième partie. Merci les gars. Deuxième partie de ce Fight Corner numéro 3 et on accueille notre nouvel invité du jour, Ibrahima Doukansi. Comment ça va, Ibé? Ça va et vous? Vous allez bien? Bah écoute, ça va nickel. Bon, Ibrahima alias Ibé le vrai. c'est ça, le vrai. On a dit, précise. on veut pas le faux, on veut que le vrai. Bon, Ibé, pour parler directement un peu de ton actualité avant de te présenter en détail, tu ressors d'un gros combat le 20 juin au SPF 8, un titre de champion de France pro. Dis-nous un petit peu comment tu as vécu ce combat. Franchement, j'avais une grosse pression sur les épaules. Mais je me suis préparé, je me suis bien préparé, j'étais prêt. Et voilà, ça s'est bien terminé, heureusement. Bien préparé, hein, tu l'as vu toi pendant la prépa. Oui, bien forcément. sûr, je l'ai vu dans sa préparation. Parce que pour préciser rapidement, tu es combattant du KFBC. Aïssa, tu le coaches depuis tout petit. Hein, Alors, depuis je ne suis pas le seul coach, mais Ouais. oui, bien sûr, on le suit depuis. Voilà. Donc, Peut-être pour rappeler, Ibrahima, il est arrivé au KFBC, il avait 13 ans, donc il en a aujourd'hui 27, donc c'est pratiquement la moitié de sa vie. C'est un combattant qui a fait une grosse carrière chez les jeunes, parce qu'il a combattu minime, cadet, junior, et ensuite il a monté les étapes chez les amateurs en classe B, parce qu'en K1 kickboxing et en Muay Thai, il y a 3 classes, il y a la classe B, classe A et pro. Et donc il a au total, si je ne me trompe pas, au moins plus de 45 combats amateurs, Ouais, une cinquantaine. une cinquantaine de combats Ouais. amateurs. Donc voilà, il pourra bien sûr mieux en parler que moi, mais il a monté les étapes de jeune à junior, à senior, amateur, pour finir en pro désormais. Et donc il a effectivement, dans sa préparation, je pense qu'il pourra en parler mieux que moi, je pense, mais ce qui a fait la différence sur ce combat, c'est vraiment sa capacité d'entraînement. Ibrahima, c'est pas pour le gonfler, mais c'est vraiment une machine d'entraînement, quoi. Et donc il néglige rien, et c'est ce qui, à mon avis, a fait la différence sur ce combat-là. bon, Ibrahima, c'est la première fois que tu apparais sur ma chaîne, même dans le podcast Fight Corner. Ouais. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Bah, moi, c'est IB, comme l'avait dit Ibrahima Doukansi. J'ai 27 ans, je viens de Clichy et j'évolue dans le pied-point depuis 14 ans au KFBC. J'ai évolué en boxe thaï, j'ai évolué en kickboxing, en K1. Et voilà, hein. J'ai grandi ici, c'est la maison, c'est la famille. Tu as toujours fait du pied-point? Quand j'étais petit, j'ai commencé par le taekwondo, après j'ai fait un peu de foot, et après ça m'avait un peu lassé, et j'ai commencé la boxe par hasard. Et voilà, hein. Comment justement? Tu dis par hasard, c'est Bah, arrivé comment? En fait, mon petit frère il faisait de la boxe, et je venais tout le temps le chercher au club. Et à un moment donné, le foot, comme ça m'avait saoulé,
et que le dirigeant du club Mourad, c'était un ami de mon père, ils étaient collègues et tout. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer la boxe. J'ai essayé et au début, je venais juste pour venir comme ça et tout. Mais je n'étais pas trop sérieux. Ça veut dire que un jour, il y a, mes coachs, ils me reprenaient souvent. Stéphane, Ali, etc., Hassen, ils me reprenaient souvent et tout, sur mon manque de sérieux. Et j'avais commencé avec un gars qui est devenu mon ami par la suite, et lui, il progressait de fou. Et du coup, on m'a fait le comparatif, on m'a dit, t'as vu, Ayoub, il progresse, toi, t'es là, tu viens en retard, etc. Et ça m'a mis un coup dans l'ego et tout. J'ai commencé à dire, vas-y, je vais devenir sérieux et tout. C'est-à-dire, je venais à tous les cours, enfants, adultes, je venais tout le temps. Au bout de 6 mois, je participe à une compétition de light et je remporte les championnats d'Île-de-France. À partir de là, j'ai compris que je voulais rester dans la boxe. Aïssa, est-ce que toi, tu te rappelles de IB petit qui arrive à la salle? Est-ce que tu l'as repéré à un moment? Enfin, raconte-moi un petit Alors ouais, quand je l'ai vu arriver, déjà il était beaucoup plus fin qu'il l'est aujourd'hui. Parce que Ibrahima, il s'est vachement épaissi avec les années et avec l'âge. Bon, ce qui est normal, bien sûr, hein, quand on devient adulte, qu'on passe de jeune junior à adulte, on s'épaissit. Et puis, oui, bien sûr, tout de suite, on a repéré, on va dire, des qualités à la fois de persévérance. C'est-à-dire que c'est un jeune qui, voilà, dès lors où il a été, on va dire, un peu recadré par les coachs, parce que forcément, alors, on peut pratiquer les sports de combat, de manière générale, le sport en loisir, mais dès lors où on se met dans un objectif de compétition, forcément, la régularité et le sérieux, il doit être de rigueur si on veut à la fois progresser et pouvoir faire des résultats. Et donc, à un moment, ça a été tout l'enjeu et c'est ce qui s'est passé. Donc, ouais, bien sûr, on l'a vu évoluer avec les jeunes et puis après, assez rapidement passer chez les adultes, alors qu'il était quand même beaucoup plus jeune que les autres. Et quand même, à l'époque, il y avait quand même des boxeurs tels que Frédéric Belloni, Lamine, les plus anciens comme Nicolas, Lamine Yang, Camille Gentelet. Donc lui, c'était un peu le plus jeune, mais dès rapidement, il a commencé à mettre les gants avec les pros. Et donc du coup, oui, on a constaté que à la fois, il y avait une grosse énergie, c'est-à-dire beaucoup de débit, qu'il a fallu aussi canaliser, et puis en même temps un gros mental. En fait, c'est ce qui fait vraiment la force, je pense, d'Ibrahima, c'est son mental. Toi, tu te sentais à l'aise avec les adultes, même s'ils étaient plus expérimentés, plus grands que toi? En fait, moi, même si c'était dur et tout, je ne me suis jamais plaint. J'ai toujours serré les dents, j'ai jamais demandé à un pro d'aller plus doucement ou bien de frapper moins fort, etc. Je me suis toujours dit que comment je m'entraîne, mon adversaire en combat, il ne pourra pas me faire aussi mal. Donc c'est comme ça que je me suis dit, faut serrer les dents, faut pas se plaindre et voilà, faut travailler. Hein. Tu l'as dit, quand tu t'y es mis, on va dire sérieusement, c'est ton ego qui avait été touché, etc. Est-ce qu'il y a un combat, une compétition qui t'a fait un déclic aussi, ou peut-être tu t'es dit, à partir de là, je peux faire quelque chose en fait? Bon, en vrai, dès la première compétition, quand j'ai gagné les championnats d'Île-de-France en light, en kick, ça m'a direct fait un déclic. C'est la première fois que quand je me mettais sérieux dans un domaine, que ça portait ses fruits. À partir de là, j'ai compris que si je veux continuer à gagner des médailles, gagner des combats, faut s'entraîner et voilà. Et est-ce que toi, rapidement, tu as, entre guillemets, tout misé sur le sport, le pied-point? Ou est-ce que, peut-être même encore aujourd'hui, tu bosses à côté? Est-ce qu'il y a eu les études? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai toujours évolué avec les études à côté. Là, j'ai eu mon diplôme en 2025. C'est-à-dire j'étais en alternance et tout. Mais moi, j'ai la chance que le KFC, c'est à 5-10 minutes de chez moi. Et à chaque fois, j'ai évolué. Même si c'était à l'école, c'était à côté. Mon lycée était à 2 pas. Mon collège était à 2 pas. Quand j'étais en alternance, mon entreprise était à côté. C'est-à-dire que j'ai toujours évolué dans un environnement où tous mes centres d'intérêt, ils étaient pas loin. Donc je pouvais alterner l'école, la boxe, le taf, la boxe. Donc voilà. Et il y a même une année où je pouvais me lever super tôt, où le matin à 7 h, j'avais une petite séance pour 1 heure ou 1 heure et demie. Après, j'enchaînais avec le travail, etc. Franchement, ouais, j'ai toujours su bien caler mes centres d'intérêt.
Bon, ça revient sur ce que tu disais, Aïssa. Et puis c'est vrai que si Brahima, il y a eu, je crois, une année, mais il y a eu plusieurs amateurs comme ça. On en a quelques-uns à la salle qui, en une année, ont fait beaucoup de combats. Je crois qu'il y a une année, en classe B, je crois qu'il avait fait pratiquement plus de 15 combats. 15 combats, je crois 15 victoires. Et c'est vraiment que là, il avait vraiment passé Un cap, ouais. une étape. Après, moi, Ibrahima, ce que je te demanderais plutôt, c'est. T'es passé du statut, on va dire, un peu junior, jeune, amateur à maintenant aujourd'hui pro. Et maintenant, tu fais partie aussi des locomotives de toute l'équipe des compétiteurs. Comment toi, tu as pris cette place-là au sein du collectif des compétiteurs? Bon, en vrai, ça, je ne l'ai pas vraiment ressenti, vu que je suis là depuis plus de 10 ans, etc. Bah, à force. En fait, le KFC, c'est le premier endroit où je me suis senti, on va dire, à ma place. Quand je commence à m'entraîner, bah, en fait, ici, si tu es sérieux, tu t'entraînes, bah, les gens ils vont donner le respect qui va avec. Donc, à force de me voir m'entraîner, à force de me voir aller en compétition, revenir avec des trophées, des victoires, même quand c'était des défaites, mais j'ai toujours fait des combats engagés, etc. Bah, quand je revenais, c'était toujours. Je sais pas comment expliquer, mais je sentais qu'on me mettait sur un certain piédestal, tu vois. Et à force, bah. Qui avait une, comment dire, Ouais, une valorisation. Exactement, de ce que exactement. Parce que même quand on revient de compétition, bah, le coach il prend à cœur d'arrêter tout le monde pour que tout le monde nous félicite ou nous réconforte si on a fait une défaite, etc. Ça fait que bah, on sent au sein d'une famille en vrai. Donc j'ai pas vraiment senti de changement quand je suis passé de amateur à pro. Mais pour moi, dès lors où j'ai commencé le combat, bah, j'ai senti une certaine valorisation. En fait, toi, tout s'est fait naturellement. Ouais, ouais. La place que tu as aujourd'hui, elle est arrivée de par le collectif, mais aussi ton travail, etc. quoi. Bah après, même de ce que les coachs m'ont inculqué, etc. Quand tu viens, dis bonjour à tout le monde. Quand tu viens à l'heure. Donne-toi à fond aux entraînements, etc. Bah, ça fait que même les gens autour de toi, bah, ils te voient d'un autre œil. Ils voient que tu es un bosseur, tu es acharné, tu es assidu. Toi, j'estime pas avoir plus de talent qu'un autre, etc. Moi, j'estime même pas avoir de talent tout court. J'estime juste être un gros bosseur. Et quand tu travailles et tu te donnes à fond, bah, ça force le respect. Est-ce que pour toi, Aïssa, Ibrahima, il représente, on va dire, l'ADN d'un combattant au bien sûr, KFBC? bien sûr, ouais. Déjà, il représente l'ADN du KFBC. Un jeune qui a grandi dans le club et qui aujourd'hui porte les valeurs aussi du club, c'est-à-dire à la fois combativité, détermination et puis aussi respect, c'est-à-dire que les valeurs qu'on inculque dans tous les sports de combat. Et aujourd'hui, Ibrahima, il les porte haut et fort. Donc Ibrahima, moi j'aurais une question à te poser. Tu as eu 18 mois sans combattre, tu continues à t'entraîner. Mais malheureusement, tu n'as pas pu boxer. Comment toi, tu as vécu cette période-là? En fait, c'est assez frustrant parce que dans le sens où un combattant, bah, il progresse en montant sur le ring. Et le fait de ne pas monter sur le ring, je savais que bah, l'élan dans lequel j'étais, il allait être freiné et que bah, j'allais devoir repartir de plus bas pour remonter encore. Et ça me frustrait, mais d'un autre côté, c'était une motivation. Je me disais que bah, faut pas lâcher, il faut se donner les moyens de revenir à un bon niveau. Comme ça, le jour où je peux recombattre, bah, je ne serai pas totalement largué. Mais après, c'était pas ma première pause. J'avais déjà une petite pause de peut-être 6 mois. Je crois que c'était en 2018. C'était une année où j'avais pris un KO au championnat, en demi-finale du championnat d'Île-de-France. Et bah, non, c'était en 2021, je crois. Et je crois l'année d'après, bah, je suis revenu déterminé, etc. J'ai fini champion de France Classe A. classe A non, champion de France classe B. Ouais, champion de France classe B en kick. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, les pauses et tout, c'est quelque chose qui me frustre, mais ça me démoralise pas. Parce que je sais qu'à force de travail et d'acharnement, bah, on arrive toujours au bout de ce qu'on veut. Bah, là, juste pour rebondir sur ça, là, tu as parlé d'un KO que tu as pris en 2021, mais on voit que plusieurs mois après, tu reviens encore meilleur, encore plus fort. Comment tu gères, on va dire, une telle défaite, surtout quand ça arrive bah, en amateur, on va dire, comment tu gères ça? Franchement, parce qu'en fait, ce combat-là, c'est vraiment la faute à pas de chance. Genre, je domine tous les 3 rounds, il reste peut-être 10 secondes, je mets un high kick à mon adversaire. En tombant, il lance sa jambe, il lance un coup au hasard que lui-même, il n'a pas fait exprès en fait. C'était un coup vraiment à la volée et tout.
trou noir. Et quand j'ai vu la vidéo, ça m'a frustré à un point inimaginable. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup la compétition, qui aime beaucoup affronter de nouveaux adversaires, monter sur le ring, etc. Donc j'avais juste une envie, remonter sur le ring. Du coup, je me suis redonné les moyens et j'ai travaillé sur mes lacunes. Et ça m'a appris un truc, c'est qu'un combat, c'est jamais fini. Que tu domines ou que tu te fasses dominer, à tout moment, ça peut basculer. Donc en vrai, c'est juste des leçons. Et donc du coup, là, il y a 2 mois, tu as fait ton retour à la Nuit des Titans. À la base, normalement, pour les demi-finales du championnat de France Pro, finalement, l'adversaire s'est blessé, il ne pouvait plus boxer. Et tu as rencontré un autre adversaire un peu au dernier moment. Ça ne s'est pas soldé comme tu l'aurais voulu, comme on l'aurait voulu, par une défaite. Comment, du coup, après un combat comme ça, tu vas chercher une nouvelle motivation pour faire un championnat de France pro 2 mois après? Parce que je me dis si j'ai perdu ce combat-là, c'est qu'il y avait des manquements à certains endroits. Il faut que je fasse tout pour combler ces vides-là. Donc j'ai regardé le combat, je sais sur quel point j'avais régressé ou sur quel point je devais progresser. Et j'ai travaillé sur cela et j'étais en mode sans relâche, sans répit. Je me suis vraiment donné à fond en fait. Là, je me suis mis dans une bulle, je me suis dit là, c'est le championnat de France, j'ai pas le droit à l'erreur. Et même j'avais des choses à me prouver à moi aussi parce que ça fait longtemps que j'avais pas combattu, ça fait longtemps que j'avais pas pris un titre de champion de France, etc. Donc je me suis dit là, il faut travailler 2 fois plus et voilà. Et c'était à la maison aussi. Ouais, c'était à la maison. C'était à la maison, c'est le super fight, c'est une ceinture. Et même, j'avais besoin de cette victoire-là à ce moment-là. Bah justement, je pense que le besoin, il vient du fait qu'il y a eu cette longue période sans combattre. Tu reviens malheureusement sur une défaite. Et je crois que sur le même gala à Tours, il y a ton adversaire du championnat de France qui, lui, gagne. Donc forcément, j'imagine que ça rentre aussi dans ta tête et tu arrives dans un état d'esprit où, comme tu l'as dit, c'est victoire ou rien en fait ce soir. Et je pense que ça s'est vu sur ton combat du 20 juin où on a eu 3 premiers rounds à ton avantage avec une belle domination. Et à la fin, ça a été difficile ces 2 derniers rounds. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce combat? En fait, déjà dans la salle, il faisait hyper chaud. Dès que tu faisais une inspiration, tu as l'impression que l'air il restait bloqué dans tes poumons. C'était en pleine canicule, c'est pour ça. C'était vraiment relou. Mais je savais à peu près comment boxer mon adversaire, etc. Et je savais qu'il finissait toujours en low kick et tout. Donc pendant mes entraînements, je faisais en sorte de me concentrer sur les blocages, ce qui m'avait manqué à mon dernier combat. Parce que j'ai pris beaucoup de low kick, après ma jambe ne répondait plus. Du coup là, j'ai grave travaillé sur ça. Et mon but c'était de tenir les 5 rounds déjà, de dominer sans me cramer. Du coup, ne pas débiter pour rien après, j'ai plus de force, j'ai plus de cardio, etc. Je suis au sol, faire ce que j'ai à faire, sans en faire trop. Et si mon adversaire il répond pas, ça sert à rien que je me jette sur lui, etc. J'attends qu'il vienne vers moi, etc. Il faut que je garde le centre, et le centre du ring. Et en fait, il faut que je sois dans une position dominante de par mon attitude. Même si je débite pas forcément, il faut que les juges ils voient que à tout moment ça peut repartir en vrai. Donc je t'écoute une certaine, je vais pas dire gestion du combat, mais en tout cas, ce qu'on a beaucoup à un moment pas reproché, parce que c'est aussi son style de boxe, c'est-à-dire fougueux et que ça part dans tous les sens. Mais c'est vrai que 5 rounds de 3 minutes, c'est différent. On n'est pas sur le format 3x2 où il y a beaucoup de débit et où ça part beaucoup dans tous les sens. Moi, il y a eu, je pense, un moment de déclic dans la préparation d'Ibrahima. Alors, c'est sûr qu'il s'est donné les moyens d'être plus prêt et donc de faire 2 à 3 entraînements par jour. Et puis, il y a eu aussi une phase de dernier sparring où on a vu que sur les derniers sparring, il s'était passé quelque chose. C'est-à-dire que là où les sparring, il y a quelques semaines, voire quelques mois, il y avait quelques défauts. Là, on a vu sur les derniers sparring, et notamment, moi j'en ai un bien en tête, où là, sur les 5 rounds de 3 minutes, c'est lui qui est au centre du ring et il travaille en patron, ce qu'on appelle. Hein. Et donc, du coup, là, ouais, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, avec les coachs, avec Ali, Hassen, on s'est dit, ouais, là, il est prêt. Il est prêt. Mais ça s'est joué vraiment dans la fin de préparation, quoi. Comme quoi, vraiment, chaque détail dans une préparation est importante.
Parce qu'en fait, à un moment, on m'avait, quand j'étais un amateur, même quand j'ai commencé un peu ma carrière en pro, etc., on m'a reproché de trop avancer, etc., de pas assez. Et moi, au lieu d'équilibrer la chose, etc., je me suis complètement effacé. J'ai arrêté d'avancer. Mais le problème, c'est que quand tu recules sur le ring, etc., quand tu laisses l'adversaire avancer sur toi, bah, tu envoies un message au juge et tu te fais dominer de par l'attitude. Donc, mon coach Ali m'a dit là maintenant, faut que tu avances en fait. Recule plus. Ça, c'est toi, avance sans te jeter. Et du coup, bah, j'ai repensé à ça et je me suis dit en fait, faut pas que je laisse l'adversaire me marcher dessus. Quoi qu'il arrive, dans mon attitude, il faut que je sois dominant. C'est-à-dire que voilà, c'est ça que j'ai essayé de mettre en place. Et voilà. Qu'est-ce qui représente pour toi ce championnat de France pro que tu viens de remporter? Et est-ce que tu penses qu'il y a un avant-après ce combat, que ce soit toi personnellement ou même sur l'aspect de ta carrière, l'aspect sportif? En fait, j'avais besoin d'une victoire, etc., que ce soit un championnat de France ou pas. Mais le fait que ce soit un championnat de France, bah, ça me motive encore plus pour aller plus loin. Je sais que là, bah, c'est pas la fin du chemin et tout, c'est que le début. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs à travailler encore et c'est ça qui me motive encore plus. Parce que même quand je regarde mes combats et tout, je suis jamais satisfait de moi-même. Je me dis pas, ah là c'est bon, j'ai réussi, etc. Tu vois. Quand je me regarde, je suis limite. En colère? Ouais, je suis en colère. Je me dis, putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi Qu'est-ce que je fais là et tout? Faut que je travaille sur ça, et tout. Et voilà. Donc là, j'ai pas de trucs à travailler et tout. J'ai hâte de reprendre la prépa à fond et pour revenir avec la meilleure version de moi-même. Justement, c'est quoi les objectifs à court, moyen terme et même dans ta carrière en pied-point à long terme? Moi, je vais tout prendre. Tous les combats, toutes les ceintures. J'ai envie de me donner les moyens d'aller au bout, de faire une grosse carrière et voilà. Parce qu'on le rappelle, Ibrahima, même s'il a une grosse expérience chez les amateurs, alors il débute chez les pros, mais il est encore jeune, quoi. Voilà, surtout à cette catégorie-là. Alors après, il y a aussi un projet pour Ibrahima, c'est aussi la question de la catégorie, hein. On en a discuté, mais on pense que Ouais. dans la catégorie en dessous, il sera encore plus percutant. Alors moi j'ai une autre question de projet. Juste avant on a accueilli Guillaume Pelletier qui est manager de MMA. Est-ce qu'il y a un projet autour d'Ibrahima sur peut-être à l'avenir transition vers le MMA ou d'abord, on est focus sur le pied-point? Si on y pense, même je devais combattre en kick avec les mitaines, comme Owen, etc. Et si on y pense, Et j'ai commencé un peu le grappling et tout, mais j'aimerais bien finir ce que j'ai commencé en pied-point. Et ensuite, on se dirigera. Bon, on verra s'il y a moyen d'aller de ce côté-là, bon, on ira. Et elle est où la fin selon toi en pied-point? Est-ce que c'est Glory, le One ou ça reste en France? Franchement, je sais pas, hein, l'horizon il est vaste, hein. Ça peut être une signature de championnat du monde, ça peut être une signature dans une grosse organisation, franchement, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que là, on va travailler, faut que je progresse le plus possible. Et voilà. Et le point de vue du coach, toi, tu le vois aller jusqu'où, Ibrahima, en pied-point? En pied-point, moi je pense qu'il y a encore une, Une marge de progression, ouais. Ouais, au-delà de la marge de progression, je pense qu'il y a encore des choses à démontrer, quoi. Comme je le disais, il est jeune, il a 27 ans, il n'est pas encore usé par les combats pro, même s'il a une grosse carrière amateur. Donc voilà, c'est prendre les combats comme ils viennent et puis continuer à progresser tout en gardant en tête malgré tout, parce que l'opportunité du MMA, nous on fait du MMA au KFBC, on a un gros club au niveau du sol aussi, notamment avec Mehdi Othman. On a aussi des opportunités, comme tu le disais, puisqu'on a quand même pas mal de contacts avec des organisations de MMA. Maintenant, voilà, faut aussi finalement que ce soit aussi un projet du sportif, quoi. Et tu le verrais bien en MMA? Ouais, je pense, ouais. Je pense que son striking pourrait être percutant. Et toi, Ibé, tu te sens à l'aise avec grappling et les autres compartiments du MMA? Franchement, à force de pratiquer et tout, de plus en plus. Mais j'ai même un regret, je me dis, j'aurais dû commencer dès que je suis arrivé en vrai. Mais au début, quand je suis arrivé dans cette salle, moi, le grappling, je voulais rien savoir avec le grappling. Ça ne me parlait pas du tout, etc. Mais là, à force d'en faire et tout, franchement, ça me parle de plus en plus.
Et c'est quoi qui t'a attiré? Est-ce que c'est l'engouement, la hype autour du MMA ou c'est quelque chose que tu avais en tête déjà? Non, c'est parce que bah, déjà, comme je sais que j'allais combattre avec les mitaines, etc., bah, j'ai commencé un peu à aller au MMA et tout. Et je suis quelqu'un, j'aime pas me faire dominer. C'est-à-dire que dans les phases de lutte et tout, je me faisais dominer, donc j'ai commencé à me dire, bah, faut que j'aille au grappling. Et même sous conseil de mes coachs et tout, ouais, tu devrais aller un peu plus au grappling et tout, non, on sait jamais et tout. Bon, j'ai commencé à me laisser tenter. Mais à la base, quand je suis arrivé dans cette salle, le grappling, ça me parlait pas du tout. Ça me parlait pas du tout. Même quand j'évoluais en Muay Thai, j'allais pas au clinch. Quand mes adversaires venaient au clinch, je les poussais direct ou je leur mettais des coups de coude direct. J'aimais pas le clinch parce qu'en fait, la lutte, c'est un autre cardio. Ça t'étouffe, etc. Et si t'es pas assez détendu et tout, c'est fini. Toi, tu la sens avec ça, la passion chez Ibé, Oui, que ce bien soit dans le sûr. sport Bien et sûr, dans- Ibé, c'est un passionné des sports de combat, d'entraînement. C'est un acharné de travail. Et effectivement, cette double casquette qu'il a, je pense que ça colle à son personnage. Ça colle à ce qu'il est, c'est-à-dire à la fois un athlète et en même temps un athlète qui est aussi dans le réseau musical, artistique, du showbiz. Il y a de l'actualité en ce moment, côté plus musical, culturel, t'as quelque chose en ce moment? Bah, là en ce moment c'est les vacances, c'est un peu calme, etc. Mais parce qu'en fait là, pour mon combat, j'avais mis tout le reste en stand-by. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. Pendant son combat, je crois que c'est 15 jours avant, il allait plus sur les réseaux, il a tout coupé. Ouais, même les gens et tout, ils ont compris d'eux-mêmes que ah ouais, là c'est sûr, il peut pas un combat, etc. Parce que moi en fait, le truc c'est quoi? C'est que malgré que je sois sur les réseaux, etc., par rapport à la boxe, j'ai du mal à me mettre en avant. En fait, j'ai une certaine, je sais pas si on peut appeler ça une pudeur, mais je sais pas. Je m'entraîne et j'en fais pas trop en fait. J'ai pas envie qu'on me voit comme celui qui. Le boxeur des réseaux ou bien, tu vois. Ouais, c'est ça qui est paradoxal en même temps, parce que tu es un très grand communicant sur d'autres sujets, sur tes passions, on va dire, En fait, artistiques. Pour mettre les autres en avant, bah, c'est simple. Pour mettre moi en avant, je sais pas, je suis assez mal à l'aise avec ça. Même parce que dans ma tête, avant, je me disais, non, c'est sûr, si je fais une interview avant un combat, je dis, je sais pas quoi, je vais perdre et mon coach, tu m'as dit, Ouais, arrête d'être. ça c'est la superstition, mais il y en a d'autres qui sont comme ça. Je me vois pas comme étant le boxeur trop talentueux, etc. Je vais me mettre en avant partout. Tu veux pour pas les que ça te gens. retombe dessus, que tu dises Ouais, quelque chose qui te ressemble pas et qu'au final. Ouais, j'ai voulu à mon rythme, j'irai là où je dois aller, mais voilà, j'ai pas trop en faire en fait. J'ai pas trop en faire et même, je sais pas, je verrais ça comme un manque de respect envers mes aînés. Je suis arrivé ici, mes aînés et tout, ils sont dans leur coin et tout, ils en font pas trop. Dehors, tu les vois, ils sont tranquilles dans leur coin. Sur les réseaux, ils en font pas une tonne, etc. Et moi, je ne vais pas arriver et tout. Je suis arrivé hier et tout, je suis là, je m'exhibe partout. Je sais pas, je suis assez mal à l'aise avec ça. Non, mais je pense que Ibé, il a bien compris. Et puis d'ailleurs, sur toute la partie de communication du SPF 8, il a totalement joué le jeu. Donc je pense qu'en fait, ça, il l'avait il y a quelques années. Après, je pense plus que ce que Ibrahima, si j'essaye d'un peu décrypter ce que tu dis, c'est plus le fait de pas être dans quelque chose qui ne serait pas toi et d'en surjouer comme certains en font. Je pense que la question de la communication, elle est forcément importante pour tout en vérité, hein. Les athlètes, les artistes, quand tu vends un produit ou peu importe, mais que ça dépend de quelle façon tu es mise en avant. Et c'est vrai que on en voit beaucoup qui se mettent en avant, qui font du buzz, alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose. Et Ibrahima, il pourrait faire davantage de buzz, parce que derrière, il y a aussi des résultats et une carrière. Bon, malheureusement, petit souci technique dû à la canicule. Il fait encore très chaud aujourd'hui. Les appareils étaient en surchauffe et malheureusement, il manque les 2-3 dernières minutes du podcast avec Ibrahima. Mais globalement, vous avez tout eu, on va dire le principal, Aïssa. Oui, je suis assez d'accord. Voilà. Donc, c'est juste pour conclure ce Fight Corner numéro 3. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à suivre Ibrahima sur les réseaux sociaux. On vous met le Instagram tout de suite à l'écran. Ibé le vrai. Merci Aïssa encore une fois. Merci à toi au KFBC d'accueillir ce podcast. Merci comme à toi d'habitude. Denis d'être présent et d'animer ce Avec ce grand podcast. plaisir. Avec grand plaisir Aïssa. On se retrouve, je pense, vers la rentrée.
Tout à fait. Bonnes vacances à tous. On se retrouve à la rentrée pour le prochain podcast, pour de nouvelles actualités. Et n'hésitez pas, likez, commentez, partagez si vous avez kiffé. À très bientôt.